Le soleil pointait à peine au-dessus des toits poussiéreux d'Ogbomosho, une ville animée de l'état d'Oygreko, au Nigeria, lorsque le chaos a éclaté. Dans une petite maison aux murs jaunes écaillés, Amina, 5 ans, se tenait en équilibre sur un tabouret en bois branlant dans la cuisine, ses petites mains serrant une tasse en céramique ébréchée. Elle fredonnait une berceuse yoruba que sa mère lui chantait autrefois, sa voix douce comme une brise. Le robinet gouttait paresseusement, et Amina, jouant à être une grande, se concentrait pour rincer sa tasse, la langue légèrement sortie, pleine de concentration. Sa robe bleue délavée, rapiécée aux genoux, flottait tandis qu'elle bougeait, ses pieds nus agrippant la surface rugueuse du tabouret. De l'autre côté de la cuisine, sa belle-mère, Folak, se tenait là, le visage tordu par une grimace qui aurait pu faire cailler du lait. Folak était une femme aux arêtes vives, langue acérée, regard perçant, et un cœur qui semblait n'avoir aucune place pour la douceur, surtout pas pour Amina. Elle frottait l'écran de son téléphone avec un chiffon, marmonnant des insultes. TCH. Cette femme pense qu'elle peut poster sa nouvelle voiture sans que je le voie? Chèvre sans vergogne. La voix de Folak était venimeuse, ses yeux rivés sur un poste de réseaux sociaux d'une amie rivale. Son pagne était noué lâchement, ses cheveux enveloppés dans un foulard décoloré, et sa colère était une tempête en gestation. Puis, ça s'est produit. Folak, distraite et furieuse, a tendu la main vers son bien le plus précieux, une assiette en porcelaine délicate ornée de motifs floraux, un cadeau d'un cousin de la gosse. C'était son trésor, la seule chose qu'elle interdisait à quiconque de toucher. Elle la saisit sans soin, son chiffon humide glissant dans sa main alors qu'elle faisait défiler son téléphone. L'assiette a vacillé, basculé, et puis crac, elle s'est écrasée sur le sol carrelé, se brisant en une centaine de morceaux irréguliers. Le bruit a résonné comme un coup de feu dans la cuisine silencieuse. Amina s'est figée, sa tasse toujours sous le robinet, l'eau débordant sur ses doigts. La tête de Folak s'est relevée d'un coup, ses yeux écarquillés de choc, puis se rétrécissant en 2 fentes de rage. Toi! La voix de Folak était un fouet, claquant dans l'air. Elle a pointé un doigt tremblant sur Amina, qui a cligné des yeux, confuse. Tu as cassé mon assiette. La petite voix d'Amina tremblait. Je ne l'ai pas touchée, ma. J'étais juste. Menteuse. A rugi Folak, avançant à grands pas vers elle. Tu crois que je suis aveugle? Tu es comme ta mère, toujours à tout détruire. Ces mots étaient des couteaux, chacun tailladant plus profondément le cœur d'Amina. La mère d'Amina, Adéola, était morte 2 ans plus tôt, et Folak ne manquait jamais une occasion de rappeler à Amina qu'elle était un fardeau non désiré. Je n'ai rien fait, murmura Amina, les lèvres tremblantes. Elle a reculé, le tabouret vacillant sous elle. Le visage de Folak s'est tordu en quelque chose de sauvage. Elle s'est baissée, a ramassé un éclat tranchant de l'assiette cassée et l'a brandie comme une arme. Cette assiette valait plus que tu ne vaudras jamais. Tu veux me ruiner? Aujourd'hui, je vais t'apprendre une leçon que tu n'oublieras jamais. Le cœur d'Amina battait comme un tambour. Elle a lâché la tasse, qui a cliqueté dans l'évier, et s'est enfuie. Ses petites jambes l'ont portée à travers le couloir étroit, ses pieds nus claquant contre les carreaux froids. S'il vous plaît, ma. S'il vous plaît, criait-elle, les larmes ruisselant sur ses joues. Elle ne pleurait pas parce qu'elle était coupable, elle était terrifiée. Derrière elle, Folak chargeait comme une lionne, l'éclat tranchant scintillant dans sa main. Je vais graver la honte de ta mère sur ton visage, hurlait Folak, son pagne glissant alors qu'elle courait. La maison était un labyrinthe d'ombre et d'encombrement. Mais Amina connaissait chaque recoin. Elle s'est précipitée dans le salon, renversant une chaise en plastique dans sa panique. La voix de Folak résonnait comme le tonnerre. Cours, petite sorcière. Mais quand je t'attraperai, ton visage racontera des histoires. Le souffle d'Amina venait par à-coups. Elle a bifurqué brusquement dans la réserve, un espace sombre et poussiéreux rempli de sacs de riz et de vieux meubles. Elle s'est glissée derrière une pile de sacs d'igname, son petit corps tremblant alors qu'elle retenait son souffle. La porte s'est ouverte à la volée quelques secondes plus tard, et Folak a fait irruption, les yeux fous. Tu penses pouvoir te cacher de moi dans ma propre maison? Sors, ou je te traînerai dehors. L'éclat a glissé de la main de Folak, lui coupant la paume. Elle a crié, tombant à genoux, jurant. Amina a jeté un coup d'œil depuis sa cachette, son cœur battant la chamade. Puis, un cafard a grimpé sur son bras, et elle a laissé échapper un petit hoquet. La tête de Folak s'est tournée vers le bruit. Te voilà, a-t-elle grogné, se jetant en avant. Amina s'est élancée, poussant la porte et sprintant vers la grille ouverte. La rue s'étendait devant elle, un monde chaotique de klaxons et de vendeurs criants. Folak était juste derrière, hurlant, tu porteras la honte de ta mère aujourd'hui. Les voisins regardaient depuis leurs fenêtres, mais personne n'est intervenu. La colère de Folak était légendaire, et sa fureur était un feu que personne n'osait éteindre. Amina courait, ses pieds nus martelant la route poussiéreuse. Les voitures klaxonnaient, un cycliste a fait une embardée pour l'éviter, et elle courait toujours. Les cris de Folak s'estompaient, ses pas lourds ralentissant. Enfin, Amina a regardé en arrière. Folak s'était arrêtée, pliée en deux, haletant comme si elle avait lutté contre une bête.
Où est passée cette sorcière, a crié Folak, tournant sur elle-même avec frustration. Casser mon assiette et disparaître? Tu reviendras, et quand tu le feras, je serai prête. Mais Amina ne s'est pas arrêtée. Elle a couru jusqu'à ce que les rues familières se fondent dans des rues inconnues, la poitrine serrée, les pieds en sang. La seule maison qu'elle avait connue venait de la rejeter comme du poison. Elle était seule, avec rien d'autre que la douleur dans son cœur et une lueur d'espoir dans ses yeux. Cette première nuit, Amina s'est recroquevillée près d'un caniveau au bord de la route, son petit corps frissonnant sous le ciel nocturne froid. Son bras était son oreiller, les étoiles son toit. La faim lui rongeait le ventre comme un chien affamé, mais personne ne s'est arrêté pour l'aider. Les passants la regardaient et pressaient le pas, leur visage dur d'indifférence. Un homme a marmonné, d'où vient cet enfant sale? Fille zombie. Amina a trouvé un sac plastique déchiré dans le caniveau, ses bords effilochés mais intacts. Elle l'a ramassé, a placé une petite pierre à l'intérieur et l'a serré fort. Au moins, je ne suis pas seule, a-t-elle murmuré à la pierre, son seul ami. Chez elle, Folak était assis sur sa chaise préférée, jambes croisées, sirotant du thé comme si de rien n'était. Une voisine, Mama Tolu, est passée, jetant un œil au coin vide d'Amina. Elle n'est toujours pas revenue, a demandé Mama Tolu, baissant la voix. Folak a ricané. Revenue pourquoi? Cette fille porte malheur. Si elle est partie, tant mieux. Ma vie va enfin être paisible. Elle a smiré, a pris une bouchée d'igname frite et a dormi profondément, sans culpabilité, sans souci comme si Amina était un bibelot perdu, pas une enfant. Au troisième jour, la faim était l'ombre d'Amina. Elle s'est assise près d'une poubelle, attendant des restes. Un homme a jeté un demi-pain dans la poubelle, marmonnant qu'il était rassis. Amina n'a pas hésité. Elle l'a attrapé, a essuyé la saleté et a mangé comme si c'était un festin. La faim ne se souciait pas de la fierté, elle exigeait la survie. Au 7e jour, sa robe était une carte de taches poussière, sueur et crasse des rues. Les enfants pointaient du doigt et riaient. Fille fantôme sale, criait-il, lançant des cailloux. Les adultes sifflaient, va-t'en, tu attires les mouches. Amina ne discutait pas. Elle marchait, les yeux fixés sur l'horizon. Le 8e jour, elle s'est réveillée sous un kiosque cassé, le corps couvert de piqûres de moustiques. Ses lèvres étaient gonflées, ses cheveux emmêlés comme un nid d'oiseau. Une femme vendant des tomates est passée et a marmonné, ces enfants des rues, ils apparaissent comme des fantômes. Amina n'a pas répondu. Elle s'est baissée, a ramassé une petite pierre et l'a ajoutée à son sac. C'était maintenant son rituel, une pierre, un jour, un pas en avant. Au 15e jour, elle a suivi l'odeur du riz jollof jusqu'à une bucca au bord de la route. Elle se tenait à distance, inhalant l'arôme comme si cela pouvait remplir son ventre. Un homme l'a remarqué et a aboyé, disparais avant que je t'utilise pour nettoyer ce sol. Amina a couru, son estomac rugissant. Plus tard, elle a trouvé un morceau de maïs grillé tombé du grill d'un vendeur. Elle l'a ramassé et l'a mangé cru, sans sel, sans beurre, juste la survie. Le 21e jour, la pluie est arrivée. Amina s'est assise sous une table cassée, trempée et frissonnante. Ses dents claquaient, ses doigts raidis. Au matin, elle toussait et éternuait, ses poumons lourds. Personne n'a proposé d'aide. Pour le monde, elle n'était qu'une autre enfant des rues, invisible et indésirable. Le 30e jour, une pierre tranchante a coupé son pied alors qu'elle marchait sur une route accidentée. Du sang coulait, et Amina a crié, s'effondrant de douleur. Elle a regardé autour d'elle, pas de clinique, pas d'aide. En sanglotant, elle a déchiré une bande de sa robe déjà déchirée et a bandé la blessure. Puis, comme toujours, elle a ramassé une pierre et l'a ajoutée à son sac. Boitant, elle a continué à marcher, les yeux fixés sur un objectif lointain, l'aéroport. Pourquoi? Elle ne le disait pas, mais son cœur savait. Le 55e jour, Amina a brisé sa règle de ne pas mendier. Une femme dans une robe en cara éclatante s'est arrêtée et lui a donné 100 nera. Le visage d'Amina s'est illuminé, son premier sourire depuis des semaines. Elle s'est précipitée vers un stand de nourriture, mais avant qu'elle ne puisse acheter quoi que ce soit, un garçon a arraché l'argent et s'est enfui. Amina est tombée à genoux, pas seulement pour l'argent, mais pour l'espoir qu'il représentait. Pourtant, elle s'est relevée, a ramassé une pierre et a continué. Le 59e jour fut un miracle. Amina était assise sous un arbre, inhalant l'odeur du riz jollof d'un restaurant à proximité. Une femme en robe bleue s'est approchée, son visage bienveillant. « Tu veux manger ?» a-t-elle demandé. Amina a cligné des yeux, incertaine si c'était un piège. La femme lui a tendu un sac contenant du riz, un œuf dur et un sachet d'eau. Amina a mangé lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était de l'or. Avant de partir, elle a trouvé une pierre lisse et l'a ajoutée à son sac. Le 63e jour, le soleil était impitoyable. Les pieds d'Amina étaient craquelés, ses sandales offertes par une fille gentille quelques jours plus tôt usées. En passant devant un supermarché, une fille en robe blanche s'est approchée, tenant un sac plastique. « Je ne les porte plus », a-t-elle dit, tendant à Amina une paire de sandales roses. Amina les a serrées contre elle, les larmes aux yeux. Ce soir-là, elle a trouvé une pierre en forme de cœur et l'a ajoutée à son sac. Au 80e jour, Amina a vu des panneaux d'aéroport, des bus bleus marqués « Terminal international »,
des avions rugissant au-dessus. Son cœur battait la chamade. Elle était proche. Pourquoi l'aéroport? Elle ne le disait pas, mais chaque pierre dans son sac était un pas vers son secret. Le 84e jour, Amina a vu un bébé laisser tomber une banane devant une boutique. Elle l'a ramassée, son estomac criant famine. Mais au lieu de la manger, elle l'a rendue au bébé, qui a souri. Amina a souri aussi, puis a ramassé une pierre et a continué à marcher. Le 85e jour fut brutal. Épuisée, Amina s'est recroquevillée derrière les volets d'une boutique pour se reposer. Une lumière de torche l'a aveuglée, et 2 policiers se sont approchés. « Qui est là ?» a aboyé l'un d'eux. Amina a bégayé, « Je me repose juste. Je vais à l'aéroport. » « L'aéroport ?» a ricané l'officier. « Pour prendre un jet ?»« Envole-toi, Madame Papillon. » Ils ont ri et l'ont chassée. Amina n'a pas pleuré. Elle a ramassé une pierre et a marché dans la nuit. Le 90e jour, Amina a vu la clôture de l'aéroport, argentée et imposante. Des avions survolaient, moquant ses pieds poussiéreux. Une voiture d'enfants riches est passée, l'un d'eux pointant du doigt. On dirait une prisonnière de dessin animé. La mère a ri. Amina n'a pas bronché. Elle a ramassé une pierre et a continué. Le 92e jour, Amina a vu son reflet dans une flaque. Ses joues creuses et ses yeux vides l'ont choquée. « Ce n'est pas moi », a-t-elle murmuré. Mais c'était elle. Elle a ramassé une pierre et a continué. Le 95e jour, Amina a entendu son nom. Amina a appelé une femme. Elle a couru vers la voix, l'espoir montant. Mais la femme a rétorqué, « Je ne t'appelais pas. Ma fille s'appelle Amina. Comment oses-tu répondre ?» La femme a entraîné son enfant, laissant Amina brisée. Elle a ramassé une pierre et a continué. Le 99e jour était silencieux. Amina n'a pas mangé, n'a pas parlé, elle a juste marché. Son sac cliquetait de pierres, chacune une cicatrice, un pas, un secret. L'aéroport était proche maintenant. Sa promesse la tirant en avant. Le 100e jour, Amina a atteint la grille de l'aéroport. Son cœur battait alors qu'elle s'approchait, mais les gardes de sécurité l'ont bloquée. « Tu es trop sale », ont-ils ricané. Ce n'est pas pour les gens des rues. Amina a supplié, les larmes coulant, mais ils l'ont repoussée. Vaincue, elle s'est assise près d'un mur, serrant son sac. Un homme s'est approché, son visage bienveillant. « Ça va ?» a-t-il demandé. Amina a murmuré, « Je veux juste entrer ». Quelque chose dans sa voix l'a touché. Il l'a emmenée dans un hôtel, a payé pour une chambre et a organisé du savon, une serviette et des vêtements neufs. Quand Amina est ressortie, propre et rayonnante, la réceptionniste a eu le souffle coupé. Mais Amina tenait toujours son sac. L'homme l'a ramenée à l'aéroport. Alors qu'ils approchaient de la grille, Amina a soudain couru pas vers l'entrée, mais vers un mendiant près du mur. Elle a posé son sac, l'a serré dans ses bras et a murmuré, « Papa ». La foule s'est figée. L'homme, confus, s'est approché. « Ton père ?» a-t-il demandé. Amina a hoché la tête, les larmes coulant. « Ce n'est pas un mendiant. Il va bien. » Le mendiant, Bénédicte, a bougé. Amina a prononcé son nom Bénédicte Thompson, et il a crié, se tenant la tête. « Ce nom est le mien », a-t-il pleuré. Lentement, il l'a reconnu. « Amina » a-t-il murmuré, et ils se sont enlacés, sanglotant. 4 jours plus tard, Bénédicte était assis dans un lit d'hôpital, l'esprit plus clair. Les médecins ont confirmé qu'il avait subi un traumatisme mais qu'il se rétablissait. L'homme qui avait aidé Amina, un avocat nommé M. Adebayo, a organisé un hôtel pour que Bénédicte se repose. Une semaine plus tard, Amina et Bénédicte ont confronté Folac lors de sa fête d'anniversaire. Le verre de Folac s'est brisé lorsqu'elle les a vus. « Tu es vivant ?» a-t-elle bégayé. La voix de Bénédicte était d'acier. « Oui, et nous finirons ça au tribunal. » Au tribunal, Bénédicte a révélé la trahison de Folac. Elle l'avait drogué, lui et sa femme Adéola, après un voyage, l'abandonnant dans un village et prétendant qu'Adéola était morte. Folac voulait Bénédicte pour elle, effaçant sa famille pour la voir. Amina a parlé, tenant son sac de 100 pierres. « Il m'a fallu 100 jours pour retrouver mon père », a-t-elle dit, la voix ferme. La salle a éclaté d'admiration. Le juge a condamné Folac à la prison à vie. Dehors, Amina et Bénédicte ont marché main dans la main, le monde les acclamant. « Merci de ne pas avoir abandonné », a dit Bénédicte. Amina a souri. « Tu es mon père. Je marcherai 100 jours de plus pour toi. » L'histoire d'Amina s'est répandue comme une traînée de poudre. Les journalistes l'ont surnommée « la fille au sac de pierre ». Elle et Bénédicte ont reconstruit leur vie, soutenue par M. Adebayo et une communauté inspirée par son courage. Amina a gardé son sac, un rappel que même les plus petits pas peuvent mener aux plus grandes victoires. Leçon morale, n'abandonnez jamais, peu importe l'obscurité du chemin. L'amour et la détermination peuvent déplacer des montagnes, et chaque pas en avant est une pierre dans votre sac d'espoir.